Peut-être que tu pourrais juste me balancer dans la piscine. Cinéma Radio. Passer du statut de superstar à celui de pestiféré à Hollywood, Mel Gibson est une personnalité du cinéma américain qui, loin de rassembler, continue à provoquer le débat, celui qu'on connaît pour L'arme fatale ou Signe, mais aussi le film très controversé La Passion du Christ, a cru souvent voir sa carrière s'arrêter. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un très bel ouvrage qui lui est consacré, Le bon, la brute et le croyant, livre que vous trouverez aux éditions Leitmotiv. Mel Gibson, Le bon, la brute et le croyant est signé par son auteur David Da Silva. Bonjour David. Oui, bonjour Florent. David, vous êtes docteur en études cinématographiques, diplômé de l'Institut français de presse de Paris, également historien du cinéma et enseignant, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma américain. On va citer notamment Le populisme américain au cinéma, de Griffith à Clint Eastwood, Sylvester Stallone, le héros de la classe ouvrière, également Trump et Hollywood. Il y a le livre 1 qui est paru, L'arrivée au pouvoir, et puis le livre 2, vous nous en direz peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous par téléphone pour Cinéma Radio. Alors, avant toute chose, on va noter que quelques-uns de vos ouvrages seront à gagner dans les prochaines semaines sur Cinéma Radio et notamment sur nos réseaux sociaux. Donc, ouvrages que vous ferez certainement un plaisir de signer. Avec grand plaisir. Donc, votre ouvrage, vous revenez sur la carrière de Mel Gibson. Mel Gibson avec ce titre, Le bon, la brute et le croyant. Évidemment, première question, pourquoi ce titre ? Alors c'est un titre évidemment qui fait référence au film de Sergio Leone, donc c'était un petit clin d'œil pour les cinéphiles, et puis je trouvais que c'était un titre qui résumait très très bien la personnalité un petit peu de Mel Gibson, et puis la perception que la plupart des gens ont de lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé du bon, hein, il était adoré par le public, etc. C'était le copain idéal. Ensuite, il a montré des facettes beaucoup plus sombres, violentes, etc. Donc la brute, et puis le croyant, parce que en fait, la foi, c'est aussi quelque chose qui est très lié à Mel Gibson, hein, depuis notamment La Passion du Christ. Donc je trouvais que le titre résumait très très bien les multiples facettes de Mel Gibson, et puis ça résumait bien aussi ce que je dis dans l'ouvrage, quoi. Donc voilà. Alors, avant d'en savoir un petit peu plus sur Mel Gibson et sur votre ouvrage, David Da Silva, comment vous vous êtes penché sur la carrière de Mel Gibson ? Est-ce que vous aviez un intérêt depuis longtemps, une passion presque pour cet acteur et cinéaste, ou est-ce que l'intérêt est venu en travaillant sur cette thématique ? Alors, comment j'en suis venu à m'intéresser à Mel Gibson ? En fait, il fait partie des acteurs que j'adorais quand j'étais enfant, hein, avec Stallone, Schwarzenegger, etc. Donc, déjà, j'avais une affection particulière pour lui. Ensuite, j'adore vraiment son travail comme cinéaste. C'est même ça qui me passionne beaucoup plus que son travail comme acteur. Donc voilà. Et ensuite, ce qui m'a vraiment intéressé et ce qui m'a fait débuter des recherches pour un livre, c'est qu'en fait j'avais vu Bloodfather de Jean-François Richet, où Mel Gibson est vraiment très très bien. Et j'ai eu envie de lire un livre sur sa carrière, et en fait j'ai regardé sur Amazon, et puis j'avais vu qu'en France le dernier livre publié il datait de 2004. Donc je me suis dit tiens, il y aurait peut-être matière à faire quelque chose d'intéressant, parce que de 2004 à aujourd'hui, justement, c'est aussi une partie de la carrière de Mel Gibson qui est très intéressante, parce que c'est sa chute à Hollywood, etc., et puis son retour. Donc c'est aussi cet aspect-là qui m'a intéressé. Je pensais qu'il y avait matière à faire un ouvrage intéressant. Oh, déconne pas, Roger, ta fille s'inquiétait pour toi, moi. Sors de mon bateau, Riggs. Oh, fais pas chier. Sors de mon bateau, Riggs. Écoute, t'es rond comme une queue de pelle. Oh, c'est un état que tu connais bien. Hein? Arrête, tout ça n'amènera rien de bon, tu sais. Donne-moi ça. Non. Bon, excuse-moi. Donne-moi ça. Roger, s'il te plaît, fais pas ça. Déconne pas, il te reste que 3 jours avant la retraite, ça t'amènera rien de bon de faire ça. Salopard des gruges de merde. Roger, Donne-moi ça. Roger, ne fais pas ça. S'il te plaît. Eh, donne-moi ça, putain de merde, Riggs. Oh, nom de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, me buter? D'une certaine manière, vous dites qu'il a imité le parcours christique, à savoir le succès, la passion et la résurrection. Vous pensez que ça s'est joué inconsciemment ou même consciemment?
Ouais, je sais pas, hein, ça c'est, on peut dire que Stallone a fait la même chose aussi, c'est-à-dire la gloire, après la déchéance, le retour inattendu, et Stallone aussi est quelqu'un de très catholique. Donc je sais pas, hein, vous savez, c'est ce que René Girard disait, c'est qu'on fonctionne tous sur l'imitation, il y a le désir triangulaire, etc. Donc finalement on a tous des modèles à imiter, et peut-être que ces stars qui sont très très croyantes et catholiques, peut-être que ce parcours christique, inconsciemment, ça leur parle, quoi, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au sommet, il faut aussi connaître la déchéance, les critiques de ceux qui nous adulaient la veille, et puis après revenir, changer, avec un nouveau discours, des choses à proposer au public, etc. Donc moi c'est un petit clin d'œil à René Girard quand je dis ça dans le livre, mais oui, pourquoi pas. En tout cas, le parcours confirme ça. La carrière de Mel Gibson confirme ce parcours christique. Mel Gibson, Le Bon, la Brute et le Croyant, c'est donc votre ouvrage, David Da Silva. Comment vous avez travaillé sur cet ouvrage? Est-ce que vous avez lu d'autres ouvrages en particulier? Est-ce que vous avez regardé les films, absolument tous les films, plusieurs fois de Mel Gibson? Est-ce que vous avez entendu des interviews, écouté des interviews de Mel Gibson? Comment ça se travaille un tel ouvrage de plus de 200 pages, hein, je tiens à le dire, donc c'est vraiment un gros ouvrage. Oui, et 350 notes de bas de page. Oui. Ça aussi, c'est tout ce que je dis dans le livre est référencé à chaque fois. Donc oui, c'est beaucoup de travail. Alors au départ, quand j'ai une vague idée sur un sujet de livre, je prends des notes en fait. Je regarde des films, je prends des notes, je commence à lire sur des sujets proches, etc. Et puis après, je vois si vraiment la passion est là et ça vaut le coup de continuer et vraiment de me mettre à écrire un livre parce que c'est quand même beaucoup de travail. Enfin, moi, je travaille à côté, donc je fais pas que ça. Donc souvent, je travaille la nuit, donc c'est assez fatigant. Donc, faut vraiment que j'ai cette passion. Et donc, j'ai commencé à me replonger dans la carrière de Mel Gibson, ses films comme acteur, ses films comme réalisateur. Je prenais des notes. Il y a un plan qui est comme ça, qui est venu assez rapidement, etc. Après, je me suis replongé aussi dans la Bible, dans des ouvrages biographiques sur Mel Gibson, ceux qui étaient sortis notamment en France, mais aussi certains anglo-saxons. Et puis voilà, si je vois que le plan, la problématique, etc. coule de source chez moi, si c'est une évidence, et là je continue. Et donc c'est beaucoup de prise de notes, faut revoir beaucoup de les films et surtout des scènes importantes, noter les détails, des choses qui reviennent, même dans la mise en scène. Voilà, moi j'ai par exemple dans la mise en scène de Mel Gibson, c'est quelque chose qu'il utilise souvent, c'est ce que j'appelle le point de vue de Dieu, c'est la plongée totale. Hein, il place ses personnages sous finalement le regard de Dieu. Ça c'est quelque chose qui revient énormément dans ses films comme réalisateur. Donc voilà, c'est faire attention aux détails, beaucoup de notes et puis évidemment lire des livres sur des sujets qui reviennent, des thématiques qui reviennent beaucoup dans ses livres, dans ses films. En tout cas, à noter que cet ouvrage est vraiment très bien illustré et documenté, ce qui est en général, et je le dis sans flagornerie, la marque de fabrique de ces belles éditions Leitmotiv, pour l'ensemble de ces ouvrages. Vous avez de la chance de faire partie de ces éditions, il me semble, parce que elles sont vraiment d'une très grande qualité quand on ouvre les ouvrages des éditions de Leitmotiv. Oui, tout à fait. Jean-François est un passionné. C'est d'ailleurs pour ça que moi je continue de travailler avec lui. Jean-François Jeunet, le directeur de ces c'est éditions. C'est vraiment agréable de travailler avec lui, quoi. Hein, franchement. Mel Gibson, qui est-il au fond? C'est ce que vous nous apprenez dans le livre. Au niveau familial, ça donne quoi? Alors, j'ai fait quelques recherches. Moi, évidemment, je le connais pas personnellement, donc je parle vraiment d'un point de vue extérieur. En fait, il est né aux États-Unis. Il vient d'une famille nombreuse. Il est parti en Australie avec sa famille. Donc, les avis divergent. Pourquoi sa famille est partie en Australie? Certains disent que c'est pour éviter que certains des fils de Houghton Gibson aillent faire la guerre du Vietnam. C'est possible. C'est possible aussi que ça soit les changements sociétaux aux États-Unis à cette époque-là, notamment les demandes des minorités, les homosexuels, les Afro-Américains, etc., qui ait fait peur un petit peu à la famille Gibson, parce que c'est des gens très catholiques, très conservateurs d'un point de vue des mœurs, et puis ces changements sociétaux peut-être ont fait peur à la famille, donc ils sont partis en Australie. Donc Mel Gibson a été élevé là-bas, dans un cadre plutôt d'ailleurs champêtre, etc. Et
et voilà, il a été élevé dans la foi catholique, hein, parce que son père c'est vraiment quelqu'un de très très croyant, très ferme aussi apparemment. Donc voilà ce qu'on peut dire. Hein. L'Australie, dont il est évidemment question au début de la carrière de Mel Gibson, avec quelques films. Oui, bah oui, évidemment, hein, il débute dans Mad Max, hein. Ouais. Premier Mad Max, donc selon la légende, il est arrivé avec le visage tuméfié parce qu'il s'était battu la veille dans un bar, et finalement c'est même ça qui aurait plu à George Miller. Donc bon, ça, est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est vrai? C'est pareil, on n'a pas le casting filmé pour confirmer ça, si c'est une légende ou pas. Et donc oui, il a été révélé grâce à la trilogie des Mad Max, à ce rôle aussi qui était très intéressant et qui résumait déjà beaucoup de choses qu'on allait retrouver ensuite dans les films notamment réalisés par Mel Gibson, c'est-à-dire un policier, donc quelqu'un qui est du bon côté, mais qui à un moment donné perd la foi, c'est-à-dire qu'il croit plus dans son métier, il y a trop de violence dans la société, etc. Donc il quitte son métier de policier, de protecteur de la veuve et de l'orphelin. Il part dans un cadre champêtre pour se ressourcer avec sa famille, et il est rattrapé par la violence, et cet homme qui a un visage angélique va révéler aussi une facette beaucoup plus sombre, beaucoup plus violente, hein, qui va faire de lui le fameux Mad Max et le justicier de la route. Donc voilà, c'est une saga très intéressante quand on la met en perspective avec toute la carrière de Mel Gibson. And if it's quite alright, I need you, baby. And on lonely nights, baby, Trust in me when I say, oh pretty baby, if it's quite alright, on fait ça très bien, you, baby. On va faire un malheur. Let me love you tight, let me love you, baby, let me. Il y a une véritable cohérence entre l'acteur qu'il est toujours, et le cinéaste qu'il est. Est-ce qu'il a réussi à faire un vrai lien entre les films dans lesquels il a été au casting et les films que lui-même a réussi à réaliser en tant que directeur de réalisation? Oui, moi c'est ce que j'analyse dans le film et dans le livre, et c'est justement ça qui m'intéressait, c'est que dans tous les films que je voyais, je prenais des notes, etc. Il y avait toujours ça qui revenait, c'est cette dualité humaine. C'est-à-dire que même lui, dans les héros qu'il a incarnés, Martin Riggs, encore une fois, c'est quelqu'un c'est un héros de cinéma d'action, mais il a vraiment une facette terrible, notamment dans le premier. C'est quelqu'un de suicidaire, on le voit essayer de se tuer. C'est quelqu'un aussi d'imprévisible, et en même temps c'est quelqu'un qui c'est un héros quand même de cinéma. Donc dans tous les rôles qu'il a choisis, il a essayé de trouver des héros un petit peu borderline, c'est-à-dire on voyait quand même une facette violente, dépressive chez le héros. D'ailleurs, il faut rappeler que le héros littéraire, enfin un des héros littéraires préférés de Mel Gibson, c'est Hamlet, hein. Donc souvent il disait qu'il aimait retrouver, par exemple chez Martin Riggs, des côtés qu'on retrouvait chez Hamlet, le côté noble et à la fois le côté il faut que je me venge, et une facette très noire du personnage. Donc il y a tout ça chez lui, il y a cette dualité qui a été exprimée à l'écran de manière flagrante dans son premier film, hein, L'homme sans visage, qui reprend la thématique de la double face, c'est-à-dire à la fois le côté angélique, beau, etc. de Mel Gibson, et puis l'autre côté de la face où il a le visage brûlé, etc. Et donc c'est bien représenté à l'écran, c'est cette double facette, hein, l'extrémité humaine, c'est-à-dire à la fois la bonté, la beauté, et aussi la violence et la cruauté d'un autre côté. Et toujours derrière dans le livre. Ouais. Et toujours derrière ça, toujours la quête de rédemption. Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi toujours à la fin, pour le personnage, comme le Christ, hein, on arrive à ressusciter, et il y a cette rédemption à la fin qui fait que l'être humain
en ressort meilleur finalement. Quel est selon vous, David Da Silva, le plus grand film en tant qu'acteur de Mel Gibson? En tant qu'acteur, hein. Après on s'intéressera en tant que cinéaste aux grands films qu'il a pu tourner. Alors, son meilleur film en tant qu'acteur, c'est une bonne question. J'aurais du mal à en citer un. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, je trouve qu'il est très bon dans la trilogie Mad Max. Il est très bon dans le premier Arme Fatale. Après, les autres, je les aime moins. Je le trouve aussi très bien dans un film qui est pas très connu. Pourtant, je l'analyse pas mal dans le livre. C'est La Rivière, donc de Mark Riddell. Je trouve très très bien dans ce film aussi, très touchant. Voilà, donc moi j'ai un peu de mal à, c'est vrai, en sortir un. Je trouve que c'est un acteur qui est plutôt bon dans la plupart de ses rôles. Voilà, William Wallace aussi dans Braveheart, il est aussi excellent. Donc voilà, c'est plus facile de trouver les films où il est mauvais que vraiment le film où il est le meilleur, parce qu'en général il est vraiment bon dans la plupart de ses films, même dans Signe aussi de Shyamalan, il est aussi très très bon, très touchant. Alors justement, David Da Silva, j'ai envie de vous demander dans quel film Mel Gibson vous paraît vraiment être passé à côté du rôle? Déjà dans les Armes Fatales. Alors dans le 2 ça passe encore, mais je trouve que dans le 3 et dans le 4, voilà quoi, il caricature. Fait très peu d'efforts. Ouais, caricature, on sent que il est là parce que il a été très très bien payé. Je crois qu'il a été payé $10 millions pour le 3 et je crois $30 millions pour le 4. Donc voilà, c'était des offres qu'il pouvait pas refuser. Il est là, il fait le boulot, mais voilà, on sent qu'il est il est pas très investi quoi, il est pas très investi. Je peux entendre ce que pensent les femmes. Vas-y mollo avec l'aftershave. Je parle de leurs pensées les plus intimes. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment ça vous est arrivé ni pourquoi, mais il se pourrait bien que vous soyez l'homme le plus heureux du monde. Bonjour, je m'appelle Darcy. Si vous savez ce que veulent les femmes, le monde vous appartient. Est-ce que Mel Gibson dans les comédies, c'est une bonne chose, une bonne affaire? Ouais, il est plutôt bien dans Ce que veulent les femmes. Moi, je l'avais trouvé plutôt amusant. Et puis, il y a toujours un côté léger dans ces films d'action, là, même dans l'Arme Fatale, même le premier, il y a un côté assez léger de temps en temps, et ça fonctionne bien. C'est un bon acteur de comédie, je trouve, Mel Gibson, parce qu'il a un côté comme ça, un peu farfelu, facétieux, qui passe très bien à l'écran. Voilà, moi, je trouve qu'il est plutôt bon dans les comédies. Alors, on a parlé donc de Mel Gibson acteur à l'instant, Mel Gibson cinéaste, Mel Gibson réalisateur. Ça a commencé à partir de quel film et ça donne quoi sur le long terme? Alors ça a commencé avec L'homme sans visage, donc c'est 1993. Donc c'est son premier film, c'est un petit drame intimiste. D'ailleurs ce que je dis dans le livre, beaucoup de critiques ont pensé que c'était juste un film pour un petit peu faire ses armes, s'essayer à la réalisation, etc. Alors que c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il est en réalité il est très personnel. C'est-à-dire qu'il y a énormément de thématiques, même la plupart des thématiques qu'on va retrouver tout au long de sa carrière comme cinéaste sont déjà présentes dans L'homme sans visage. Donc c'est un film c'est un petit film, c'est pas du tout un film d'action, c'est un film sur les personnages, beaucoup de dialogues, beaucoup de thématiques, comme la figure paternelle, la figure christique, etc., qu'on va retrouver ensuite dans d'autres films de Mel Gibson. Ensuite, son deuxième film, c'est la consécration pour lui, c'est Braveheart. Donc Braveheart, c'est un projet qui au départ devait être que réalisé par Mel Gibson, sauf que le studio refusait de financer le film s'il n'était pas aussi le héros, donc il fallait aussi qu'il interprète William Wallace, donc il a accepté. Donc il a fait ce film, une grande fresque historique, très violente d'ailleurs, et il a obtenu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, donc pour son deuxième film. Donc il a rejoint la liste prestigieuse des acteurs réalisateurs primés aux Oscars. C'est une liste qui est quand même assez courte et prestigieuse. Robert Redford, Clint Eastwood par exemple. Et donc à partir de là, c'était le roi d'Hollywood. Il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et ensuite, il va enchaîner avec Apocalypto. Oui. La Passion du Christ, pardon. Passion du Christ. Alors, La Passion du Christ, ça a marqué un véritable tournant dans sa carrière.
Oui, la Passion du Christ, oui, parce que en fait, il pouvait faire les projets qu'il voulait. Hein, c'était le roi Hollywood. Après les 2 Oscars de Braveheart, enfin les 2 Oscars majeurs de Braveheart. Et en fait, oui, il a choisi spécifiquement de se concentrer sur un passage des Évangiles qui est donc la Passion, la violence, la crucifixion du Christ. Donc voilà, ça a été très controversé, notamment parce qu'il a été soupçonné de véhiculer un message antisémite. Alors ça, c'est aussi dû à son père, parce que peu de temps avant la sortie du film, notamment, il avait fait une interview où en fait il exprimait clairement sa vision complotiste et antisémite du monde. Voilà, pour faire simple, c'est un catholique traditionnaliste, et en fait il est contre la réforme Vatican II, qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale, où on a réformé un petit peu la vision qu'on avait des évangiles, etc., où le peuple déicide, qui aurait mis à mort Jésus, n'était pas les Juifs. Voilà. Et donc lui il est contre ça, et évidemment quand on a su que Mel Gibson allait se concentrer sur ce passage des évangiles avec son père derrière, donc voilà, on a tout de suite dit que c'était un film antisémite, ce qui est quand même contestable quand on regarde le montage final, enfin selon moi. Quel est le rôle qu'avait le père derrière Mel Gibson? Il était notamment au scénario? Alors scénario, bon ça c'est au conseil en tout cas. Comment? Au conseil, il donnait peut-être des conseils sur le scénario. Ouais. Voilà, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y avait ce soupçon de l'ombre du père de Mel Gibson, parce que quoi qu'il arrive, le père de Mel Gibson, c'est quelqu'un de très très important pour Mel Gibson, même si on le sent qu'il évite d'en parler à chaque fois dans les interviews. Ça, je l'ai bien remarqué avec tout ce que j'ai lu, c'est qu'il est très discret au sujet de son père, notamment quand on l'attaque sur les sujets controversés de son père. Donc oui, ça c'est encore une fois difficile à dire. C'est son père et quelqu'un évidemment de très influent. Alors est-ce qu'il a influencé Mel Gibson sur certains aspects dans la Passion du Christ? Certainement. Après, moi je juge juste le montage final, le montage qui a été présenté au public. Je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus nuancé que ce qu'on a voulu dire. Voilà. Comment ce film, rappelez-nous David Silva, comment ce film avait été accueilli par la société catholique? Alors, il a été très bien accueilli, notamment aux États-Unis, par une certaine partie du public chrétien. En France, il y a eu 2 aspects. Il a été à la fois bien accueilli par une partie du catholicisme, mais je me souviens très bien, et je l'ai encore vu quand je me suis replongé dans le contexte de l'époque, c'est qu'il y a aussi beaucoup de prêtres catholiques, etc., qui reprochaient la violence du film. C'est-à-dire qu'en fait, selon eux, le message du Christ n'était pas assez visible dans le film de Mel Gibson, parce qu'en fait, ce qu'on retenait de cette œuvre, c'était plutôt la violence des hommes, et non pas le message de paix véhiculé par le Christ. Donc voilà, il y a eu 2 aspects. Il y a eu à la fois, il a été glorifié par une certaine partie du public chrétien, mais aussi critiqué. Mais toujours est-il que ça a été c'est un film qui a eu un succès mondial. Là, on est au début des années 2000. C'est 2004, il me semble, de mémoire. Oui, c'est 2004. 2004 pour La Passion du Christ. À ce moment-là, donc, c'est très compliqué à Hollywood pour Mel Gibson. Sa carrière quasiment a failli s'arrêter. Comment il a rebondi? Où est-ce qu'il trouve l'énergie pour rebondir et pour faire de cette difficulté finalement un succès? Alors, en 2004, on va dire que c'est le premier coup dur. C'est cette sortie, etc., les premières critiques, etc. Mais il n'est pas encore au plus bas. Au plus bas, il sera en 2006. Donc peu de temps avant la sortie d'Apocalypto. Donc il a eu quand même les fonds nécessaires pour tourner Apocalypto, etc. Donc c'est vraiment son arrestation par un policier juif et les insultes antisémites qu'il a proférées.
c'est à partir de là vraiment qu'on peut signaler que c'est la descente aux enfers pour Mel Gibson. Alors de toute façon, pour revenir à votre question, de toute façon Mel Gibson c'est quelqu'un de très intelligent parce que très tôt il a fondé sa maison de production, donc Icon Production, pour justement pouvoir gérer ses projets et avoir une certaine liberté artistique. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a fait La Passion du Christ, hein, parce qu'aucun studio ne voulait le financer, donc il a financé personnellement. Je crois que c'est à peu près 30 millions de dollars de mémoire. Il a financé de sa fortune personnelle. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait donc prévu ce côté-là. C'est-à-dire que si on ne me suit pas dans mes projets un peu plus personnels ou si j'ai des difficultés, malgré tout j'ai ma maison de production pour financer certains projets. Donc oui, c'est plutôt en 2006, donc après cette arrestation, ces insultes antisémites, que là, ça va être la catastrophe pour lui. Donc il va être lâché par la plupart des acteurs hollywoodiens, il va être critiqué, etc. Et donc c'est à partir de là que c'est sa véritable descente aux enfers. Est-ce que aujourd'hui Mel Gibson a réussi à sortir réellement de ses enfers et à retrouver, je dirais, une image plutôt positive auprès d'Hollywood, auprès du public en général? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vont le critiquer. Hein, on l'a vu lors de la cérémonie des Oscars, etc. À Hollywood, il y a toujours des gens qui sont contre lui, mais malgré tout, son dernier film en tant que réalisateur, Tu ne tueras point, a été nommé en tant que meilleur film, et Mel Gibson en tant que meilleur réalisateur. Donc c'est quand même Hollywood l'a finalement adoubé de nouveau. Donc moi je pense que oui, comme il le dit lui-même, ça fait plusieurs années qu'il ne boit plus d'alcool, parce que l'une des bases des problèmes de Mel Gibson, c'était qu'il était alcoolique. Donc il buvait énormément et en fait dans le passé il avait déjà eu des problèmes, retraite permis, des propos aussi sur les homosexuels, je crois en 1990 déjà assez limite, etc. Donc en fait l'alcool ça lui faisait dire un petit peu tout et n'importe quoi et ça lui avait déjà causé beaucoup de problèmes. Et c'était en 2006 que vraiment ça lui a causé le plus de problèmes parce qu'il était totalement saoul. Sa femme venait de le quitter, donc il était dans un état dépressif. Il faut aussi rappeler que Mel Gibson c'est quelqu'un de malade, hein, il est bipolaire. Donc il était vraiment dans un état assez désespéré. Et donc je pense que je pense qu'il doit suivre un traitement maintenant. Il est beaucoup plus apaisé, ça se voit en interview. Il a arrêté l'alcool. D'un point de vue professionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, il est revenu sur le devant de la scène avec Tu ne tueras point. Il enchaîne les projets, hein, parce que j'en parle aussi dans le livre. Il a énormément de projets en tant que réalisateur et même en tant qu'acteur. Donc je pense qu'on peut dire vraiment qu'il est redevenu quelqu'un sur qui Hollywood peut compter. Et le public le suit aussi, parce que Tu ne tueras point a été un succès mondial. Je crois qu'il a dépassé les 100 millions de dollars à l'international. Donc j'ai envie de dire que maintenant tout va bien pour lui. Quels sont les projets? Il y a tout un chapitre que vous écrivez au sujet des projets de Mel Gibson en tant que cinéaste. Quels sont-ils, ces projets? Alors, il y en a plusieurs. Il y a la suite de La Passion du Christ qui devrait se concentrer sur justement la résurrection. Donc c'est un sujet vraiment qui s'annonce passionnant. Et donc on attend de voir ce que ça va donner. Même si Mel Gibson a dit que ça allait se faire, mais pas maintenant, ça va être dans un futur à moyen terme. Donc il a plusieurs projets. Il a notamment, je l'ai appris ce matin, un projet de remake de La Horde Sauvage de Sam Peckinpah. Oui. Je crois que c'est pour Warner Bros. Donc ça c'est un projet très très intéressant. Mel Gibson a souvent dit qu'un de ses réalisateurs préférés était Sam Peckinpah, donc ça semble assez logique qu'il s'attaque à une version moderne, parce que je pense qu'ils vont moderniser évidemment l'histoire. D'ailleurs, je crois qu'il est au scénario aussi, Mel Gibson. Donc ils vont moderniser cette histoire de gens qui ne sont plus en phase avec leur époque, qui ont des valeurs un petit peu désuètes et puis qui vont d'une certaine manière aller au suicide. Donc ça c'est un projet très intéressant. Il y a aussi son projet. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas dangereux pour lui, Mel Gibson, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, de s'attaquer à un film comme ça, donc en l'occurrence La Horde Sauvage que vous venez de citer, David Da Silva, qui a été quand même un film culte,
qui reste un film culte chez les amateurs de cinéma? Alors oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que là, il s'attaque à, c'est son premier remake. On va dire, bon, il y a eu La Passion du Christ qui avait déjà été traité aussi au cinéma par différents cinéastes. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est un peu risqué pour lui, surtout que bon, il faut qu'il propose quelque chose d'autre que ce qu'avait fait Sam Peckinpah. Donc voilà, faut voir la façon dont il va traiter le sujet. À quelle époque ils vont transposer le film, le casting aussi. Donc voilà, hein, faut attendre tout ça. Mais il faut toujours se dire que quoi qu'il arrive, la proposition de cinéma de Mel Gibson, c'est toujours quelque chose d'assez unique. Hein. Je veux dire, Apocalypto, c'est un film avec une ambiance unique. Moi, j'ai jamais retrouvé ça au cinéma. Voilà, La Passion du Christ aussi. Moi, j'ai jamais vu le parcours comme ça de souffrance du Christ montré d'une telle manière. Donc voilà, Mel Gibson, il a quand même un regard très très particulier. C'est un cinéaste unique, donc faut attendre de voir ce qu'il va nous proposer. Donc voilà, moi je pense que s'il propose quelque chose de vraiment original avec sa patte, peut-être ça sera un complément très intéressant à celui de Peckinpah. David Da Silva, vous terminez votre livre Mel Gibson, le bon, la brute et le croyant, en vous demandant si Mel Gibson ne serait pas le nouveau King Vidor, qui était donc un réalisateur américain du début du 20e. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors rapidement, parce qu'évidemment on retrouve toutes les explications dans l'ouvrage, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Bah en fait, King Vidor, c'est un cinéaste sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse de doctorat. Notamment, j'avais fait plusieurs réalisateurs et c'était sur le populisme et c'était ce rapport au peuple en fait. C'était est-ce qu'on montrait une image bienveillante du peuple, hein, de la communauté, ou alors est-ce qu'on était méfiant? Et en fait, chez King Vidor, c'est quelqu'un qui est difficile à situer parce qu'à la fois il peut glorifier la communauté comme dans Notre pain quotidien, et en même temps, dans Le Rebelle avec Gary Cooper, il peut montrer que la communauté, ça peut empêcher l'apparition d'êtres exceptionnels. Donc en fait, il y a ces deux facettes chez lui. C'est à la fois il a un regard bienveillant sur la communauté et à la fois il s'en méfie. Et quand j'ai revu les films de Mel Gibson, j'ai retrouvé ça aussi. C'est-à-dire à la fois le côté bienveillant envers la communauté qu'on retrouve notamment dans Braveheart, où la communauté soudée derrière un leader, ça permettait de lutter contre l'oppression. Donc ça, il y a le côté vraiment noble de la communauté. Et en même temps, si on regarde La Passion du Christ ou même L'Homme sans visage, il y a cette critique de la communauté, où dans L'Homme sans visage, c'est quelqu'un qui est mis à l'écart parce que il répond pas aux normes de la communauté, donc on le critique, on le met à l'écart. Dans La Passion du Christ, il montre très bien ça aussi, quand il fait un montage parallèle, quand le Christ se fait cracher dessus, insulter, quand il est avec la croix, et en même temps il fait un montage parallèle avec l'arrivée quelques jours plus tôt de Jésus à Jérusalem, hein, sur son âne, et il est acclamé par la foule. Donc il y a ce côté où une grande méfiance envers cette foule rassemblée et qui peut être cruelle, et en même temps il montrait que la communauté rassemblée autour d'un leader bienveillant, ça pouvait amener finalement quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que j'avais fait notamment ce rapprochement, mais il y en a d'autres, hein. Ce que j'explique dans le livre, voilà, c'était deux réalisateurs très croyants, hein, et ils ont investi, ils ont mis leur croyance dans leur cinéma. Cependant, King Vidor est un réalisateur qui a inspiré de nombreux autres réalisateurs, illustres réalisateurs. On peut peut-être penser à Orson Welles, Martin Scorsese. Est-ce que vous pensez que Mel Gibson pourrait, lui, dans l'avenir, ou peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs, inspirer d'autres réalisateurs? Est-ce qu'il va marquer clairement le cinéma américain, hollywoodien et le cinéma de manière générale? Oui, moi je pense, hein, comme je l'ai dit précédemment, quand on va voir un film de Mel Gibson, on est toujours surpris, on est toujours chamboulé, particulier. Il y a des thématiques qui sont très très fortes. Moi je pense que c'est quelqu'un qui chamboule vraiment le spectateur. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui remue le spectateur. Moi je pense qu'il va marquer l'histoire du cinéma, surtout que finalement on peut dire qu'il en est qu'à ses débuts en tant que réalisateur. Il a tourné finalement peu de films, et là on voit qu'il
il a énormément de projets de réalisation, donc je pense qu'il va enchaîner les films comme réalisateur. Je pense qu'il va mettre progressivement vraiment de côté sa carrière d'acteur. Il va se concentrer là-dessus. Donc c'est quelqu'un avec un univers vraiment particulier, une esthétique aussi particulière, et je pense que oui, il va marquer l'histoire clairement du cinéma. Alors aujourd'hui, dire qu'il a inspiré, là comme ça me vient pas. C'est vrai qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un réalisateur qui serait dans la lignée de Mel Gibson? Je me souviens avoir vu le film d'Ariel Vroman, je crois, le réalisateur israélien, Criminal, avec Kevin Costner, et à la fin du film, il remerciait Mel Gibson. Alors voilà, on ne sait pas pourquoi, peut-être d'une certaine manière, parce que c'est aussi un film très violent sur la dualité humaine, etc. Donc est-ce que d'une certaine manière, le cinéma de Mel Gibson l'a inspiré, peut-être? Voilà. Est-ce que ça venait pas aussi en lien avec tous les problèmes qu'il y avait eu, notamment Mel Gibson accusé d'antisémitisme? Oui, aussi, sans doute, surtout que, alors de mémoire, c'est un film qui est produit par Millennium Film, c'est Avi Lehner, et je crois qu'Avi Lehner, Mel Gibson a travaillé aussi avec lui, notamment pour les Expendables, etc. Donc voilà, peut-être ils se sont connus comme ça via le producteur, etc. Donc voilà, c'est peut-être aussi une référence au problème d'antisémitisme de Mel Gibson. Et aujourd'hui, la manière dont il a changé, parce que c'est ce que j'indique aussi dans le livre, c'est qu'aujourd'hui il est connu pour faire des dons aux survivants de la Shoah. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui est passé d'une perception particulière à aujourd'hui être investi dans une noble cause. Et peut-être aussi un petit peu de communication derrière. Oui, bien sûr. Mais toujours est-il que c'est pas lui qui le met en avant. Ou c'est dans les sources que j'ai trouvées, c'était que des médias. C'était des médias juifs en fait, qui mettaient ça, israéliens, etc., qui mettaient ça en avant. Donc voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est que Mel Gibson est très investi dans les œuvres caritatives, etc., mais qu'il le met jamais lui-même en avant ou etc. Donc il est plutôt discret de ce point de vue-là, ce qui est tout à son honneur. Au fond, et on pourra peut-être terminer là-dessus, David Da Silva, qu'est-ce qui vous touche le plus de ce réalisateur-acteur Mel Gibson? Qu'est-ce qui, tout au long de votre travail, qui a duré pas mal de temps, quelques mois, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de lui finalement? Sur sa personnalité, je dirais. Moi, je pense que si on veut décortiquer, vraiment connaître pourquoi c'est un cinéaste, pourquoi c'est un artiste, etc., il faut regarder la scène dans la Passion du Christ, lors de la crucifixion de Jésus. Faut regarder juste le moment où, et je pense que ça résume tout son cinéma, il y a donc Jésus qui est martyrisé, qui est crucifié, etc. Donc c'est une violence extrême, une barbarie extrême. Et en montage parallèle, il montre donc les passages de la scène où Jésus dit donc des paroles de paix, d'amour, etc. Et on voit à un moment donné Jésus dire, alors qu'il souffre sur la croix, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, en fait, Mel Gibson montre le visage de Saint Jean, qui assiste à la crucifixion, et on voit qu'il est comme ça, totalement ébahi, parce que c'est quelqu'un qui avait assisté juste avant au dîner de la Seine. Il avait entendu les messages d'amour de Jésus, et on voit que lui, il entend finalement que Jésus met en pratique dans des moments terribles ce qu'il professait. Donc ce que j'explique dans le livre, c'est que je pense que Mel Gibson est proche de Saint Jean de ce point de vue-là, c'est que il faut croire que la bonté de Jésus et son amour total est possible pour voir Jésus. Voilà. Mais tout ça c'est métaphorique, c'est voir Jésus en soi, c'est-à-dire voir le meilleur de l'être humain. Et je pense que Mel Gibson, il se questionne, tout son cinéma c'est ça, c'est je suis capable d'être un barbare comme les Romains, mais je suis aussi capable d'être un humaniste, un grand, capable d'un amour total comme le Christ. Voilà. Et quel camp je vais choisir? C'est ça son questionnement à Mel Gibson. Au-delà de la thématique religieuse, etc., c'est qu'est-ce qui va faire de moi un être humain bon. David Da Silva, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes docteur en études cinématographiques, diplômé de l'Institut français de presse de Paris, historien du cinéma et enseignant, et l'auteur de ce livre fabuleux de plus de 200 pages, on le rappelle, sur la vie
et sur l'œuvre de Mel Gibson, Le Bon, la Brute et le Croyant. Est-ce que vous savez déjà quelle sera votre prochaine thématique d'ouvrage ? Alors j'ai des idées, je regarde des films, je prends quelques notes, mais comme j'ai pas mal écrit dernièrement, là je me repose un petit peu, donc je vais prendre mon temps, mais j'ai déjà des idées. J'ai fait Stallone, acteur-réalisateur, j'ai fait Mel Gibson, acteur-réalisateur, donc pourquoi pas dans les prochains mois ou prochaines années me pencher sur un autre réalisateur, acteur-réalisateur assez fameux, voilà. Et puis donc toujours le cinéma autour de Trump, Trump et Hollywood. Il y avait un livre 1 qui était sorti, l'arrivée au pouvoir. Là, je crois qu'il y en a un deuxième. Donc j'analyse les débuts d'un cinéma trumpien dans ce premier livre. Et puis le deuxième, il sortira à la fin du mandat de Trump. Alors je sais pas si c'est la fin du premier mandat ou du second mandat, parce que d'après les derniers sondages, il est possible qu'il soit réélu. Donc on verra, et après j'analyserai vraiment s'il y a vraiment eu un cinéma trumpien qui mettait en avant les thématiques que mettait en avant Trump dans ses discours populistes. Merci en tout cas David Da Silva, puis vous n'hésiterez pas à revenir ici sur Cinéma Radio pour nous en parler de ce prochain ouvrage ou de ces prochains ouvrages. Merci beaucoup en tous les cas. En attendant, on rappelle qu'on vous offre du 19 au 28 octobre 7 ouvrages Mel Gibson, Le Bon, la Brute et le Croyant. Vous jouez avec nous sur les réseaux sociaux de Cinéma Radio. On vous souhaite évidemment bonne chance et à bientôt David Da Silva. Merci à vous, à bientôt Florent. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous sur les plateformes iTunes, Deezer et les autres. Vous commentez, vous likez, vous partagez et surtout vous attribuez des petites notes sous forme d'étoiles. David Da Silva et son ouvrage méritent bien sûr 5 étoiles pour le classement iTunes. Étoiles qui nous permettront donc de porter ce podcast à la connaissance de nouveaux auditeurs. Merci d'avance et on vous donne rendez-vous également sur les réseaux sociaux de Cinéma Radio ainsi que sur notre site internet le www.cinemaradio.net, notamment avec toutes les bandes originales des films de Mel Gibson.